par-ci, par-là, le monde en 80 pauses. In Memoriam David Lewis. En dépit de l'impossibilité logique qu'il avait pu souverainement démontrer, il prenait le train pour des voyages transmondes, comme moi soupçonnant que les chats y sont maîtres, qui, dans les bras, deviennent de petites locomotives. Il partait souvent de Grand Central pour Princeton, Boston, Providence, mais nul ne l'a jamais rencontré sur l'Amtrak. Je sens que le train ralentit à la frontière d'une ville encore invisible, matinale, vers la gare gorgée de rails, et je ne sais si la voix que je vais entendre parlera en mots de la langue présente ou avec ceux du plus convaincant de tous les mondes possibles, le passé. Variante du plus certain de tous les mondes impossibles, le passé. Atlanta, bus stop infinity. This is the bus stop, infinity. I stand corrected by time. No time is here, thus I search for no time. In the skies, white, in the road, empty. Whatever life may be, it reflects none. Next to the bus stop is a tree. Reddish pine needles make a mattress for the warm, evaporating rain. It is mid-morning. I do not remember being less real. There are cars indeed. They pass silently by me, sitting at the bus stop. There are always cars everywhere in this country. They get created and multiply. They have inherited the earth. I absorb the sunlight shimmering on the road as infinity stretches into minutes. « 1936, Tulle. La grande fenêtre qui approche et touche mes yeux. New York. Choisirai-je sur la liste des Kiss Me Baby l'une. La serveuse me sert, sans un regard, pose et m'enjoint « Enjoy ». Son ton implique le contraire exactement. Je pense au joy des troubadours et frissonne Chada intérieurement. Je reste impassible. On me dit qu'il s'agit d'une coutume exclusivement new-yorkaise. Dans le vocabulaire de la théorie postmoderne, jouissance a le même effet réfrigérant. Que le jour est brillant, quelle ivresse, une marche dans ces rues. Mais le J.J. Hatt Center a disparu. Les mouches, 1939, Carcassonne. Les premières mouches, les mouches retentissantes. Paris, rue Georges Perec. Pente, escalier, sans numéro, quelques maisons. Un août en pluie au bas d'un jardin, j'ai la chance d'y voir pleurer des fleurs de la passion. On pense province tranquille, villa, lilas. Les sons hésitants d'un quartier sans circulation, presque
Ce samedi de février, je lance, sous 3600 secondes de silence, un moteur à syllabes de méditation. Mieux que les grises pierres tombales, et mieux que casier nombré de faux colombiers au père Lachaise, ce lieu convient. Un geste honorable et municipal à la fois, ce fut de faire à notre ami le don nominal et précieux d'une rue accordée au temps inépuisable. Rue d'Assas, Carcassonne, 1940. Ciel d'après les pluies, la terrasse, couchée sur la dalle, la course des escargots sur les jambes. Tokyo, Hibiya Sumida. Pèlerin des nuages et des eaux, je marche jusqu'à Hibiya. Un banc m'attend, c'est là, je l'ai vu. Sur ce banc, même la rencontre entre les moineaux finale d'héroïnes et de héros dans Les Sœurs Minamata, un film lent d'Ozu, noir, blanc, signe noir, signe blanc, au douve du palais impérial, repos entre les nuages, les eaux, le long de la Sumida, les SDF, leur habitacle de carton, avec fleurs, aux fenêtres de carton, les pantoufles d'un couple devant un seuil, un melon ouvert, un livre, la rivière souffle. Rue d'Assas, Carcassonne, Jardin 1942. Les buis sont au calme, buis, 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 de pluie épurée. Paris. On ne peut plus invoquer Saint-Cloud. On ne peut plus invoquer Saint-Cloud en voyant foncer des voitures sur les passages dits protégés où s'engagent les pauvres piétons. Leurs bandes blanches sont peu de choses, si plates, presque immatérielles. Avant, on avait les bons gros clous, les bons clous à la grosse tête luisante, et tellement hémisphériques qu'ils y regardaient à deux fois avant de vous renverser entre les clous. Parfois, pendant le mois d'août, la canicule faisait si chaud qu'ils s'enfonçaient dans l'asphalte, couverts de goudron, presque jusqu'au sommet de leur tête. Il ne restait qu'une toute petite surface, à peine grosse comme une pièce d'argent ou une bille de roulement à billes, mais on les voyait quand même. C'était comme les petits cailloux blancs du Petit Poucet quand on s'élançait à l'orée du boulevard dans la forêt des voitures. Et quand on traversait hors des clous, à la barbe des agents qui d'ailleurs n'avaient plus de barbe depuis belle lurette, une expression qu'on employait déjà plus depuis très longtemps. Quand on traversait en dehors des clous, quelle audace, quelle indépendance, c'était un geste presque révolutionnaire. Ah, jeunesse, ah, jeunesse, ah. Mais il n'y a plus de clous. Peut-être qu'il en reste encore ici ou là, on m'a signalé rue de la Manutention, dans le 15e arrondissement. Il faudra que j'aille en pèlerinage avant qu'ils disparaissent. On pourrait les faire classer. Je vais écrire en ce sens à la direction du patrimoine. 1944, place d'Avila, Carcassonne. Tournant le coin sur le mur des allées, l'affiche rouge. Paris, la Joconde. Les vrais amateurs pour voir la Joconde ne vont pas au bout du monde, ni même au Louvre, ils vont au coin de la rue de la Rochefoucauld et de la rue Notre-Dame de Lorette, ils entrent dans le café, elle est là. Le tableau est sur le mur, beige et crème, le cadre est beige et crème et un peu orange, la toile est signée de la main même de l'artiste et Mérou. C'est la Joconde, la Joconde de Mérou. Mérou Émile, Mérou Eugène, Mérou Ernest, pourquoi pas Émilie, Eugénie, Ernestine, comment savoir? Derrière sa vitre bien propre, la Joconde a l'air contente. Elle me regarde, elle sourit, pas la moindre condescendance, pas un atome de mystère. Placidité, calme, belle. La Joconde, quoi. Les vrais amateurs ne vont pas au bout du monde, au Select, à la Rotonde, au fond des jungles profondes, ni aux îles de la Sonde, ni au Pérou. Ils vont à 2 pas du Sacré-Cœur. Ils viennent voir la Joconde, la Joconde, la Joconde, la Joconde de Bérou. Bref, c'est les pour la Joconde de Bérou. Paris, 1945, Jardin du Luxembourg.
fesses verdies, gelées, long silence des dames statues. Écosse, pont de Leith, 1949. Énormes pancakes, les méduses gorgées de mazout. Alger, 1961. Soldat very good, mandarine. Et je montais la garde à Bab el-Oued en 61. Angleterre, les canards de Cambridge. Les canards lecteurs d'Aristote, grand philosophe grec, descendent punter sur la came en disputant, mais avec calme, car ils pratiquent la litote. Les canards, contrairement aux poules, ne prononcent jamais de paroles inutiles. Fellows de leur collège, ils sont, comme ils sont très savants, l'université leur a donné le titre très envié de Fellow. Ceux qui leur ouvrent les pelouses. Les colleges de Cambridge ont de belles pelouses au bord de la came et seuls les fellows, donc les canards, puisqu'ils sont les fellows, ont le droit de s'y promener. Ils y mènent parfois leurs épouses prendre le thé avec des scones. Les scones, écossais, donc succulents, se mangent avec de la gelée de myrtille et de la crème épaisse de Cornouailles. Lord Kelvin, célèbre physicien, Isaac Newton, célèbre physicien qui aimait beaucoup les pommes et s'agençait sous un pommier, quand une pomme lui tombait sur le nez, il faisait une grande découverte. Dignes savants que rien n'étonne, étaient des canards, on le sait, sûrs de leurs faits, imperturbables, devant leurs critiques d'effets, lissant leurs plumes imperméables. Les plumes des canards sont imperméables à l'eau, ce qui leur permet de nager, mais aussi à la critique. Paris, pont des Arts. Par hasard, je passe sur le pont des Arts, un pont sous lequel passent des éternels regards l'onde de la Seine, si lasse. Elle passe aussi sous le pont Sully et sous le pont Neuf, et n'est-ce pas plutôt sous le pont Mirabeau que la Seine est lasse, qui, sous le pont de nos bras, passe. Sans doute, il n'y a aucune raison qu'elle n'ait pas été déjà fatiguée quelque pont plus haut. Je m'assieds sur un banc, entre des arbustes récemment plantés sur le pont. Devant moi, je vois la tour Eiffel, et le vent, pas de vent. Rondeau des cygnes d'Angleterre. Les beaux cygnes d'Angleterre, des grands parcs et des rivières appartiennent à la reine. C'est eux qui portent sa traîne au palais de Westminster. Ils ont l'air nobles et sévères, un bon loup, cou blanc comme laine ou neige, ou d'un noir d'ébène, les beaux cygnes d'Angleterre. Si on leur parle, ils ne prennent de répondre pas la peine. Tout le monde doit se taire, c'est pourquoi je préfère les oies qui veillent Big Ben aux beaux cygnes d'Angleterre. Paris, mère et fille. Tu feras pipi en bas au coin de la rue, pas dans le café, c'est trop sale. Et cesse de chouiner car je te ramène à la maison. La petite a des couettes, une robe bleue à fleurs, la mère a un chignon blond et l'air revêche. Après, elles entrent dans le McDo. Dans ma famille, on disait chounier, vu, entendu, noté. Paris, l'enfant d'éléphant. Un matin, l'enfant d'éléphant, qui habite à Paris-sur-Seine, voulant embrasser sa marraine, a décroché son téléphone. Son téléphone, mais ça n'existe pas un téléphone. Pardon, je recommence. Habitant de Paris-sur-Seine, voulant embrasser sa marraine, un matin, l'enfant d'éléphone a décroché son téléphone. Éléphone, qu'est-ce que c'est que ça, un éléphone? Un matin, l'enfant d'éléphant, voulant embrasser sa marraine, qui habite à Paris-sur-Seine, a décroché son téléphone. Mais ça ne rime pas. Paris,
L'histoire. La rue de Saint-Pétersbourg a retrouvé son nom d'avant la Seconde Guerre mondiale, où elle fut assiégée par une armée de nationalité inconnue, sous un nom qu'on ne doit pas dire, pendant la bataille de Tsaritsyn. Les pigeons de Paris. Les pigeons qui chient sur Paris, ces arbres, ces bancs, ces automobiles attendent que l'hôtel de ville soit propre pour le couvrir de pipi. Les pigeons pollués et gris polluent de leurs acides chiures, façades, vitrines, toitures, les parcs, les balcons, les mairies. Les pigeons à l'œil archibête polluent de leurs acides chiures, façades, vitrines et toitures, les parcs, les balcons, les mairies. Les pigeons à l'œil archibête choisissent principalement ma tête pour y projeter leurs immondices, à la consistance de petits Suisses, et ne trouvent rien de mieux à faire dans Paris, la ville lumière. Paris, l'heure du réveil des habitants du passage de la Reine de Hongrie, l'heure de l'ouverture du café de la rue du Moulin de la Pointe, l'heure du ramassage des poubelles de la rue du Sommet des Alpes, l'heure de l'ouverture de la boulangerie de la rue du Roi de Sicile, l'heure de l'extinction des réverbères de la rue du Pot de Fer, l'heure de l'ouverture de la boucherie de la rue du Faubourg du Temple, l'heure du lever des enfants de la rue de la Poterne des Peupliers, etc. Paris, rue d'Amsterdam. La rue d'Amsterdam descend et remonte, monte et redescend, ainsi fait ma rue, je monte ou descends la rue d'Amsterdam, je descends ou monte d'Amsterdam la rue. On dit qu'on descend, on dit qu'on remonte, les rues descendantes, les montantes rues, on le dit aussi, les rues hésitantes, on le dit aussi, des plus plates rues. On monte les rues sur leur macadam ou par leur trottoir, on descend les rues, ainsi je descends la rue d'Amsterdam, ainsi moi je monte d'Amsterdam la rue. Qu'est-ce qui descend? Qu'est-ce donc qui monte, que ça descende ou pas dans toutes ces rues? Sont-ce les maisons qui montent ou qui tombent vers le bas des rues? Que c'est les maisons, ça se voit à ce nombre qu'elles ont sur la porte au bord de la rue. Quand la rue descend, descendent les nombres, et les nombres montent quand monte la rue. Mais pourquoi dit-on que les nombres montent, grimpant de zéro jusqu'à l'infini? C'est parce que les nombres font une rue de nombres, la rue des entiers plus longue que les nuits. Très longue est la grande rue des nombres, la grande rue abstraite qui jamais ne finit. On monte, on descend, on compte, on recompte, dans la nuit du monde où tout nombre est gris. Mais peut-être nos rues ne sont que des ombres de nombres jetées par les pluies, de tout petits bouts de la rue des nombres où monter, descendre pour toute la vie. Il ne faut pas mourir sans avoir vu Carcassonne. Bon, et qu'est-ce qu'on fait après? Paris. Parmi beaucoup de poèmes. Parmi beaucoup de poèmes, il y en avait un dont je ne parvenais pas à me souvenir, sinon que je l'avais composé autrefois en descendant cette rue. Du côté des numéros pairs de cette rue, baignée d'une matinée limpide, une rue de petites boutiques persistantes entre la Seine sinistrée et l'hôpital. Un poème écrit avec mes pieds, comme je compose toujours les poèmes en silence et dans ma tête et en marchant. Mais je ne me souviens de rien que de la rue, de la lumière et du hasard qui avait fait entrer dans ce poème le mot « respect », que je n'ai pas l'habitude de faire vibrer dans les pages mentales de la poésie. Au-delà de lui, il n'y a rien, et ce mot qui ne bouge pas, atteste la cessation de la rue comme un arbre oublié de l'espace. Paris, nuit sans date, rue Saint-Jacques. La rue tombe, noire, noire, la noire rue noire tombe là. La rue tombe noire, noire, la tombe noire, rue noire, là. La rue tombe noire, noire,
tombe la noire rue noire, là. La rue tombe noire, noire, rue noire, la tombe noire, là. La rue tombe noire, rue noire, noire, là, tombe noire, là. La rue tombe noire, noire, là, tombe noire, rue noire, là. La rue noire tombe, noire, la noire, noire, rue tombe, là. La rue tombe, la noire, rue noire, noire, tombe, noire, là. Paris, pont Mirabeau. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent les éternels regards, long de Silas, Guillaume Apollinaire. Quand on a 18 ans et que le temps est beau, avec son amoureuse, on va pont Mirabeau. Le ciel a pris du bleu, les oiseaux leur pipou. Tombe le soir, le fleuve traîne, regarde en bas, c'est la Seine. Margrethe est allemande, on visite Paris. La tour Eiffel l'agace, le Sacré-Cœur aussi. Je pense à Mirabeau, nous voilà partis. Tombe le soir, le fleuve traîne, regarde en bas, c'est la Seine. Nous sommes face à face et nos mains font le pont. La Seine est bien dessous, mais l'eau, point, ne voyons. Dans la pierre est opaque, quelle déception. Tombe le soir, le fleuve traîne, regarde en bas, c'est la Seine. Nous revenons penauds, le fleuve est gris, lent, pâle. Margrethe est silencieuse, le silence s'étale. Les histoires d'amour souvent finissent mal. Tombe le soir, le fleuve traîne, regarde en bas, c'est la Seine. Il ne faut pas mourir sans avoir vu Carcassonne. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va voir Naples. Tokyo. Je me réveillais à Tokyo comme ailleurs très tôt. Je me levais et partais. Mon équipement était simple. Un sac plastique contenant pain rond fourré aux haricots, gelé du jour. Les pieds pendants dans l'herbe ensoleillée d'un parc, assis sur le bord ensoleillé de vieux bois, j'ouvre le pot de gelée. C'est une gelée du type gelée avec un morceau de fruit engoncé dans la masse de gelée. Ici, c'est de la pêche si j'en juge par l'image en couverture du pot. La surface de la gelée est comme une eau dormante, un peu rose. J'essaie d'y tremper mes lèvres, mais elles ne se laissent pas faire. Résiste poliment, élastiquement. Je tente la succion sans plus de résultat. Alors je sors de sa trousse ma cuillère Air France en marche, aux marches blancs rayés de bleu qui me vaut des bouffées à peine dissimulées des serveuses dans les restaurants. La gelée alors consent. D'ailleurs, je ne lui laisse pas le choix. La gelée aux haricots rouges est plus liquide, plus sucrée aussi. La gelée proprement dite n'y figure qu'en longs filaments évasifs. La gelée, c'est un nouveau rappel de l'Angleterre pour moi. Les gelées japonaises, cependant, sont assez différentes des gelées anglaises, lesquelles je découvrirai avec une émotion gustative bien compréhensible vu l'époque, à mon premier voyage dans les îles britanniques en Écosse en 1947. Les gelées nippones ne sont pas tremblantes, elles contiennent souvent de vrais fruits. Elles n'ont pas tout à fait la couleur surchimique enchanteresse de leur cousine. Un éminent savant linguiste français a un jour émis l'hypothèse suivante. Il est un son anglais que les non-anglais trouvent particulièrement difficile à reproduire et qui est un vrai cauchemar pour les lycéens français. C'est celui du TH qui figure par exemple dans des mots comme this or that. Or, explique l'éminent linguiste, on en obtient une approximation excellente en plaçant la langue exactement comme on le fait quand on mange du foie gras ou bien, ajoutait-il, de la gelée. Cette remarque incitante m'a permis de découvrir l'origine de la gelée anglaise, car nul n'ignore en effet qu'au XIVe siècle, les régions productrices de foie gras appartenaient à la couronne britannique, par conséquent et tout naturellement,
le fameux TH, s'introduisit alors dans la phonétique de l'anglais. Viva Jeanne d'Arc et tout ce qui s'en suivit, de sorte que les langues anglaises se retrouvèrent longtemps privées d'un accès immédiat et peu coûteux au foie gras indispensable à une bonne prononciation de leur idiome, et un cuisinier de génie alors inventa la gelée. Je suis sûr que la différence entre la gelée anglaise et la gelée japonaise tient à une différence dans la structure de ces deux langues, mais je ne suis pas en mesure de dire laquelle à cause de mon ignorance regrettable du japonais. Paris, le pélican de Jonathan. Le capitaine Jonathan, revenant d'Extrême-Orient, prend avec lui son pélican pour le montrer au docteur Lacan. Voici, dit-il, un pélican. Il pond, voilà un œuf tout blanc. D'où sort un autre pélican, vous l'avouerez, très ressemblant. Bon, je mets ces deux pélicans ici, l'un à côté de l'autre. Je voudrais savoir maintenant lequel des deux est le grand autre. Aucun, dit le docteur Lacan, c'est ni le haut. Tokyo, la coccinelle. C'était la pluie. Finis celle-là. Il faut que je m'arrête? Non, lis celle. Je m'arrête pas? Non. Après celle-là. Après ce point. Ça va encore? Bon. C'était la pluie. Si pluie, une forêt de parapluies surgit sur les trottoirs. Serge un parapluie à 500 yens acheté au pied d'une station Yamanote en même temps que le Japan Times. Mais parfois, je sens que j'encombre, alors pourquoi pas le métro? Et me voilà sur la Maru no Uchi Line. Je suis debout, accroché à quelque accrochage, debout, donc plutôt dominant une fouille de taille assez moyenne. La rame est pleine. Je suis, du coin de l'œil, le progrès du petit rectangle lumineux vert et plat et allongé qui m'annonce les progrès que nous faisons dans notre direction commune le long de la ligne. La foule des usagers de la Maru no Uchi Line, comme celle d'autres lignes de métro dans d'autres villes, n'est pas fixe, comme dans un TGV non-stop Paris-Londres, ça va, ça vient. Quand on stationne, ça descend, ça monte. Il y en a qui descendent, il y en a qui montent. Parfois, ça descend plus que ça monte. Parfois, ça monte plus que ça descend. C'est selon. Parfois, les montées et descentes s'équilibrent à peu près. S'il y avait moins de monde, mais il n'y a jamais moins de monde. Il peut y avoir plus de monde, il peut y avoir beaucoup plus de monde. S'il y avait moins de monde, je compterais les entrants, les sortants, les variations numériques dans les rames, car c'est une activité de métro ou d'autobus. Quand je ne lis pas, quand je ne compose pas, quand je ne pensais à rien pas. Mais dans le métro de Tokyo, toute mon énergie, si c'était un trajet dont je n'avais pas l'habitude, était consacrée à un but unique, toute ma concentration employée à m'assurer que je n'allais pas rater la sortie. Ainsi, ce jour-là, sur ce trajet, je reste ferme, point fixe, autour duquel circule la foule, et voilà que je vois, avec surprise, voleter un insecte. Un insecte, sa volette. Il hésite, virevolte, va par-ci, va par-là, reva par-ci, reva par-là, puis tout à coup se décide, vient droit sur moi, se pose sur mon épaule gauche. Je m'interroge du coin de l'œil du souvenir, c'est bien l'épaule gauche. J'ai le temps de reconnaître une coccinelle. Elle est noire avec des pois rouges. Pas le moindre doute, un ladybird, une coccinelle. J'essaie de bouger le moins possible, de rester bien droit, fier de la confiance qu'entre tous les voyageurs, elle a choisi d'accorder sans le moindre chauvinisme à un gaijin. Mais je suis inquiet, très inquiet pour elle. D'où vient-elle? Qu'est-ce qui l'égare dans ces lieux souterrains? A-t-elle voulu échapper à la pluie qui l'ont chassée de son arbre? Quel genre d'arbre? Que va-t-elle devenir? Je me dis qu'au moment de descendre, je la prendrai délicatement dans ma main et une fois dehors, je la déposerai sur un tronc d'arbre, un buisson, une feuille, espérant qu'elle saura se retrouver dans la grande ville et je m'attendrai à cette idée. Maruna, je la nomme Maruna, ne bouge pas. J'imagine entendre son petit cœur battre sur mon épaule gauche. Je sens qu'elle me fait confiance, qu'elle m'a choisi. Pour ma grande taille, certes, mais aussi parce qu'elle a reconnu en moi un être qui a de la sympathie, de l'affection même pour les coccinelles, sans distinction de nationalité et de sous-espèces, qu'il a montré à maintes reprises depuis son enfance et des milliers de kilomètres du Japon, en Languedoc, en Angleterre, à Kew Gardens, en Écosse, et je fais défiler dans ma tête très vite toutes les images de quelques-unes des coccinelles que j'ai bien connues.
Une station passe, 2, 3, le métro s'arrête, les portes s'ouvrent. En face des portes, un escalier monte vers la sortie, les gens descendent. Et voilà que Marluna, sans la moindre hésitation, s'envole de mon épaule, vole avec décision au-dessous du flot des voyageurs. Je la vois monter l'escalier avec eux et disparaître. Et je comprends alors ce que j'ai été pour elle. Pendant le court moment de notre brève rencontre, tout simplement une place assise. Elle avait une course après, ou bien une visite à rendre à des amis, à un amoureux peut-être, je ne sais pas bien distinguer à première vue, ni à seconde d'ailleurs le sexe de coccinelle. De toute façon, il y a peut-être des coccinelles gays, donc c'est pas la peine que je spécule sur son sexe, son genre, ses amours. Il pleut, elle a fait comme moi. Elle a pris du métro, du regard en entrant, elle a cherché une place libre pour se poser. J'étais là et hop, arrive à sa station, elle est descendue et je suis blessé parce qu'elle ne m'a pas dit au revoir. Mais est-ce qu'on dit au revoir à la place qu'on abandonne dans le métro ?